J'accueille donc Hélène Meyer pour cette dernière intervention avant le débat. Hélène Meyer qui est conservateur en chef au département des arts graphiques et qui va donc nous présenter cette recherche en cours au département. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues également. Donc voici le point d'étape des recherches du cabinet des dessins que je désigne à dessein sous ce vocable puisque effectivement il ne devient département à part entière qu'en 1989. À force de dépouiller les inventaires, donc les procès-verbaux du comité consultatif des musées nationaux et du conseil artistique, heureusement d'ailleurs, et c'est formidable qu'ils sont numérisés, j'ai fini par oublier les hommes, malheureusement peu les femmes, alors, qui étaient pendant cette période en responsabilité à la tête de notre institution. C'est pourquoi je souhaitais d'abord les mettre en exergue, puisque ce sont eux, évidemment, qui décidèrent des œuvres à faire rentrer dans les collections, en tout cas du point de vue des achats. Ces hommes sont ceux que nous livre un étonnant portraitiste, Aaron Bilis, un juif ukrainien fixé à Paris dans le Montparnasse de l'entre-deux-guerres, et qui eut pour ambition de dresser au fusain, toujours avec un grand souci de ressemblance, le panthéon culturel du tout Paris. Alors ça va de Paul Valéry à Joseph Kessel, de Michel Simon à Fernandel, de Fangio à Rubinstein. Et dans cette galerie mondaine figurent en effet 8 portraits de ces hommes du Louvre. Ce sont des portraits donc datés de 1935 et qui ont été achetés pour le cabinet des dessins en 1936. J'ai choisi de vous montrer 4 d'entre eux. Bien sûr, les 2 directeurs successifs des musées nationaux, Henri Verne, qui fut donc directeur de 1926 à 1939, et évidemment Jacques Jaujard, bel homme, qui prend sa suite de 1940 à 1944. On sait évidemment que Jaujard était là cependant depuis un certain temps, puisqu'il était à la fois d'abord secrétaire général des musées nationaux depuis 1925 et sous-directeur de 1933 à 1939. On connaît le rôle décisif qu'il a joué, notamment dans la protection des collections, puisque c'est à lui qu'on doit la mise en œuvre réussie du plan d'évacuation des collections. J'ai également ajouté Paul Vitry des sculptures, qui était à la retraite en 1933, mais qui repris du service pour 1939 et notamment à Chambord, et Karl Dreyfus, qui est conservateur aux objets d'art et qui fut l'un des grands donateurs de dessins à l'époque, donc pour notre département. Alors malheureusement, point de portrait mondain pour Gabriel Rouchès, un homme discret, qui fut le 5e conservateur en chef du cabinet des dessins depuis son origine, qui est donc en responsabilité à la tête du cabinet des dessins de 1938 à 1944, avec une mission prolongée jusqu'en 1946. On a heureusement trouvé, grâce au fond de l'histoire du Louvre, une photo de Gabriel Rouchès de 1944. Il est spécialiste d'art italien et espagnol, et comme nous le raconte encore Arlette Cérulaz, c'est un homme d'une grande érudition et d'une grande modestie, à qui Maurice Cérulaz avouait véritablement des liens filiaux. Janine Baticle, le considérait également comme son maître, et un homme qui joua aussi un rôle officiellement assez important, puisque parlant allemand, il avait été désigné pour représenter la direction des musées lors des réceptions des délégations allemandes au Louvre. Il est un des plus âgés à ce moment-là des effectifs, si j'ose dire. Il a 60 ans en 1939, et il est peut-être l'un de ceux qui est le moins directement, en tout cas familialement touché par la guerre, veuf et sans enfant, et il joua un rôle décisif par son humour, par ses bons mots, notamment dans le moral des équipes, notamment à Chambord. Je n'ai pas résisté à ajouter une photo tout à fait typée, tout à fait datée de Jacqueline Bouchot-Sopic, qui est quand même la première femme nommée conservatrice au Louvre et qui fut donc en charge des dessins à partir de 1946. Donc après cette parenthèse d'histoire humaine, venons-en donc à l'étude proprement dite des acquisitions au cabinet des dessins. Notre étude a prioritairement porté sur les achats, parce que de fait, elles engagent la responsabilité de notre institution dans ses choix. L'étude des dons et legs se poursuit, et je voudrais remercier évidemment le travail et l'implication de Brigitte Donon, notre chef du service d'études et de documentation du département, puisque vous allez voir que les chiffres sont considérables. En effet, au total, pendant cette période, pendant ces 13 années, de 1933 à 1945, ce sont plus de 7000 dessins qui entrent dans les collections. Donc je crois qu'on bat tous les records pour l'ensemble des départements.
soit 268 achats de gré à gré, ce qui représente quand même 25 vendeurs à identifier et la présence du département à 11 ventes. Et avec le décroisement des collections, donc avec le Musée national d'art moderne en 1977 et le Musée d'Orsay en 1986, ce sont en fait quand même 200 œuvres dessins anciens qui nous occupent aujourd'hui. Pour les dons et legs, vous voyez que ça représente 6900 œuvres pour 57 donateurs, ce qui est considérable. Donc, in fine, sur les 200 œuvres que nous avons donc à reprendre et à étudier, ça représente quand même 38 dossiers. Alors, j'ai essayé de hiérarchiser. Il y a 3 types de dossiers. En gros, il y a les dossiers dits transparents qui correspondent à des achats gré à gré à des héritiers par descendance familiale, donc qui ne posent pas de problème. Ça représente 7 dossiers, donc 20% à peu près des achats, donc je ne vous en parlerai pas. Il y a les dossiers incomplets pour lesquels, effectivement, à partir de l'inventaire, on a des identifications quasi impossibles par absence de prénom, par homonymie. Donc ça représente encore 4 dossiers identifiés, donc 10% des achats. Et puis le reste, les 70% autres, donc à peu près moins d'une trentaine du dossier, ce sont les dossiers à questionner. Alors, dans notre méthodologie qui n'a rien d'original, je ne sais pas pourquoi il y a... Ah oui, non, ça va. Le dépouillement des inventaires donc, et les procès-verbaux, ça nous a permis simplement de dresser un tableau chronologique et documenter des achats qu'on actualise au fur et à mesure. Ça nous a donc permis de faire des constatations sur l'évolution des achats pendant cette période. Donc, jusqu'en 1938, les achats sont réguliers, au rythme d'une dizaine par an. Ils sont essentiellement réalisés sur les petits crédits ou crédits ordinaires alloués au dessin. Ce sont des achats de belles feuilles pour le 18e, mais relativement modestes, et une dominante assez marquée pour le 19e siècle, avec Prudhon, Delacroix, Corot, Géricault, qui sont effectivement récurrents. On a l'impression aussi d'avoir, par ce biais, une histoire du goût qui se dessine par ces achats. En 40 et 41, aucun achat n'est réalisé, et 42, évidemment, se distingue à l'évidence comme une année, entre guillemets, exceptionnelle. Emmanuel Pollack a rappelé effectivement l'allocation d'un budget sans précédent. Et pour les dessins, donc je me suis intéressée aux dépenses. Donc vous voyez nettement que 1942, pour 1942, que les dépenses sont multipliées par 250, ce qui est évidemment, ce qui ne veut rien dire en soi, mais qui montre que cela a permis une acquisition patrimoniale majeure, qui est le précieux album de Saint-Aubin, et la participation à plusieurs ventes, dont la vente d'Orville à Nice, un dossier donc d'actualité dont Emmanuel Pollack a parlé, actuellement à l'étude à la CIVS, donc à la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, et qui doit se prononcer en janvier prochain. Après l'année 43, où on ne voit pas d'entrée de dessins anciens achetés, les années 44 et 45 sont surtout marquées par des achats dits d'encouragement en faveur des musées de province. Et c'est un mouvement qui va s'amorcer, qui s'amorce à ce moment-là, mais qui va se prolonger. Et en 45, en bénéficient Bayonne, Besançon et Strasbourg. Ça représente quand même la moitié du budget du cabinet des dessins à l'époque. Alors notre première difficulté, c'est l'identification des vendeurs. Donc sur 25 vendeurs, au départ de nos recherches, 11 étaient encore à identifier, ce qui paraît considérable. Aujourd'hui, il m'en reste 4, sur lesquels vraiment... Je ne peux rien faire pour le moment, sauf hasard de recherche. J'ai une Mademoiselle Lyon, j'ai un Charles-Édouard, j'ai une Mademoiselle Bonnard, sans plus. Donc ça devient très très compliqué. Alors j'ai choisi un peu symboliquement un Monsieur Klein, parce qu'on a tous notre Monsieur Klein, et c'est une ironie en fait de l'histoire, puisque évidemment, rappelez-vous du film de Joseph Losey, césarisé plusieurs fois, où justement dans le magnifique rôle d'Alain Delon, il incarne un Monsieur Klein, un marchand d'art dans le Paris de 1942, aux prises avec justement cette question d'usurpation d'identité qui le mènera jusqu'à la déportation. Donc effectivement, nos recherches nous ont
menée bien sûr sur ce site indispensable de lootdart.com, ce qu'on appelle les RAID flag names de l'Art-Looting Intelligence Unit, qui est une unité de renseignement spéciale créée en 1944 et qui nous permet de repérer systématiquement si les vendeurs sont en tout cas mentionnés sur cette liste. Donc il y a effectivement un monsieur Klein qui est donc mentionné par l'Art-Looting, sur les listes à l'IU, mais c'est pas forcément celui-ci, puisque au gré de nos échanges, j'ai appris récemment que le département des antiquités grecques et romaines avait aussi son monsieur Klein, qu'il a identifié comme un marchand à Francfort, ce qui change évidemment la donne, puisque ce dessin de Stefano della Bella, daté de 1641 et acheté en 1933, s'il a été acheté en 1933 à Francfort, il se peut que ce soit le fruit peut-être des premières lois de liquidation des commerces et entreprises juives appliquées en Allemagne en 1933. Donc typiquement, cet achat pose problème évidemment, mais en l'état, on ne peut avancer aucune hypothèse. Dans le cercle des marchands qui gravitent autour du cabinet des dessins, on a évidemment pas mal de marchands juifs. Je me suis posé en fait la question de savoir si ils auraient vendu pour commencer à préparer leur fuite, mais dans l'ensemble des marchands juifs à qui nous avons acheté, les dates semblent assez trop précoces pour étayer cette hypothèse et les prix d'achat également trop modestes pour imaginer qu'ils commençaient déjà à préparer leur fuite. Mais j'ai néanmoins voulu illustrer ce point par évidemment, et en lui rendant hommage à cet achat d'un album de Joseph Vernet de Seine-Maritime, donc acheté à Gilbert Lévy, qui est un grand marchand de porcelaine et qui a organisé sa fuite et qui sera arrêté à Drancy et qui mourra en déportation. Alors, un autre cas de figure, c'est vrai que quand on s'intéresse aux vendeurs, évidemment, les indices de suspicion portent à la fois sur le nom et sur l'activité du vendeur. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur a acheté forcément, évidemment, des biens spoliés. Mais je voulais juste mettre en exergue le cas d'André-Charles Schoeller, qui fait finalement partie des marchands habitués du cabinet des dessins. Il est donateur du cabinet des dessins en 1921 avec 2 dessins de Corot. Donc, ce sont des gens en qui on a évidemment confiance. On achète en 1933 un ensemble de dessins, un grand ensemble de dessins, d'ailleurs sur un budget spécial, 108 dessins de la campagne napoléonienne. C'était une commande à vivant de nom qui s'était entourée d'un certain nombre d'artistes comme Benjamin Zix et autres. Et on sait en fait que par descendance familiale, ce fonds atterrit jusqu'à son petit-neveu par alliance, le comte de Durande, qui commence à se séparer de l'ensemble en 1894. Donc a priori, bon, on ne sait pas évidemment où Schoeller s'est fourni et a trouvé ce lot, mais ce sont quand même des œuvres, je pense, qui ne posent pas de problème. Mais Schoeller lui-même, effectivement, qui est un marchand qui a fait une belle carrière jusqu'en 1940, ferme sa galerie à ce moment-là et se consacre à son activité d'expert qu'il va qu'il va exercer jusqu'en 1952, donc assez tardivement. Et qui pose la question en fait de la double activité de ce type d'experts et de marchands sur le marché de l'art. En effet, il a été accusé d'enchérir au profit des Allemands. Il s'est fait aussi nommer commissaire gérant pour les ventes de biens israélites et c'est un nom qu'on retrouve systématiquement dans les ventes sous le marteau de Henri Baudouin ou de Maître Adair. Mais en même temps, en 1946, il est décoré de la Croix de guerre du général de Gaulle en tant qu'agent de renseignement en territoire occupé et pour sa transmission d'informations sur les milieux diplomatiques de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Donc vous voyez que ce type d'individu, évidemment, nous montre qu'il fallait vivre, évidemment, mais en exerçant parfois une double activité. Et dans les poursuites judiciaires qui sont faites à son encontre en 1950, on ne considère pas que son commerce avec les Allemands soit excessif et que les expertises qu'il n'a faites soient considérées comme des délicatesses de collaboration. Donc tout ça pour dire que
on est aussi là pour nuancer en permanence et que tout, malheureusement, n'est pas ou blanc ou noir, pour simplifier nos recherches. Donc, j'ai parlé de 1942, qui est l'année de tous les risques, si j'ose dire, et elle est marquée donc par cet achat absolument majeur d'un objet patrimonial de premier plan, qui est l'album de croquis de Gabriel de Saint-Aubin, qui est une chronique de la vie parisienne de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La provenance de l'objet ne pose aucun problème. Elle vient de la célèbre collection de Camille Groult, qui était un amateur d'art français du XVIIIe, au même titre que les Goncourt avec lesquels il était lié. Et c'est son fils, Jean Groult, qui en 1941 vend une partie de la collection. Alors pourquoi vend-il en 1941 ? Ça, c'est une question évidemment qui m'interpelle. On a invoqué des questions financières, mais c'est quand même une des grandes fortunes françaises de la minoterie. Donc je trouve que l'argument est un peu léger. Donc voilà, ça fait partie de ce type de questions qu'on peut être amené toujours à se poser. Quoi qu'il en soit, le Louvre a essayé d'acheter l'album à la vente du 19 novembre 1941 avec un budget ouvert de 600 000 francs. L'objet est vendu adjugé à 860 000 francs à un marchand parisien, là aussi mentionné sur les listes des Red Flag Names, un certain César Mangue-Hauque. Néanmoins, le Louvre demande une procédure de classement de l'objet qui le protège pendant 1 an, à l'issue de laquelle donc l'objet est acheté avec un vote à l'unanimité pour 1 500 000 francs, ce qui est considérable quand même dans le domaine des dessins. Alors César Mangue de Hauque est un marchand parisien, spécialiste de Seurat, d'origine à la fois suisseau-polonaise et qui est en effet mentionné parmi les marchands ayant été très actifs sous l'occupation, mais a priori la nature de ces transactions n'est pas extrêmement bien connu et son implication paraît sans commune mesure avec celle d'autres marchands. Donc tout ça pour vous dire en effet que quand on s'intéresse aux vendeurs, automatiquement on est en présence en fait d'acteurs et bien évidemment qui posent problème sans pour autant que les œuvres soient évidemment suspicieuses du point de vue de la provenance. La famille Groult ne fait pas partie, par exemple, n'est pas mentionnée au titre des familles spoliées. Je voulais faire un focus bref, puisque Emmanuel Pollack en a parlé, donc je n'insisterai pas, sur la fameuse vente d'Orville, qui est pour moi une question aussi d'histoire du goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait acheté ces œuvres ? Je pose la question. En tout cas, René Huyghe était à ce moment-là au dépôt de Montauban. C'est pour ça qu'on fait appel à lui pour être présent à cette vente, pendant laquelle il achète pour moins de 300 000 francs 11 dessins et une statuette pour le musée national de Compiègne. C'est donc un dossier qu'on partage avec le musée d'Orsay, puisque relève de notre responsabilité le paysage de Roqueplan que Emmanuel Pollack avait présenté dans l'exposition au Mémorial de la Shoah l'année dernière, et également tous ces dessins d'Henri Monnier, alors qu'on a peut-être un peu oublié dans l'histoire de l'art, qui est un caricaturiste, mais il se trouve que Armand Isaac d'Orville était extrêmement féru de ce type de production et d'ailleurs considéré comme un des spécialistes de Constantin Guis. Henri Monnier a laissé son nom pour avoir créé la figure de Monsieur Prudhomme, un homme conformiste et sentencieux dont s'est approprié Balzac. Et puis relève donc de la responsabilité d'Orsay, donc c'est Constantin Guis qui est chroniqueur de la vie de son temps, de la vie mondaine et populaire du Second Empire, et qui doit lui aussi sa notoriété à Baudelaire, qu'il a révélé et l'a consacré comme le peintre de la vie moderne. Voilà, donc effectivement c'est un dossier, comme je l'ai dit, d'actualité, qui est un dossier très sensible pour des œuvres évidemment qui font partie de l'histoire du goût et de cet intérêt dans les années finalement 30 pour ce 19e de caricature. Enfin, l'année 42 est aussi sans doute celle de la dispersion de grandes collections françaises. Dès juillet 40, vous savez sans doute qu'une ordonnance portait, évidemment une ordonnance allemande, portait sur la protection des objets d'art dans le territoire occupé de France, qui permettait en fait, ce qui a permis aux Allemands de dresser la cartographie des grandes collections françaises. Et on voit évidemment sous des ventes anonymes, notamment celle du 4 février 1942, un certain nombre d'œuvres qui proviennent
moyenne de grandes collections françaises. J'ai choisi de vous parler effectivement de la collection Murat, du prince Murat. Le 5e Joachim Murat, 5e génération et du nom, meurt donc en 1938. Donc il s'agit sans doute d'une vente de succession, mais la famille Murat figure dans la liste des familles spoliées au titre du vol par les Allemands d'une partie de leurs archives en 1940. Donc nous nous interrogeons sur les conditions évidemment dans lesquelles cette vente s'est effectuée. Vous voyez qu'à cette vente, donc, on a pu acheter un dessin évidemment qui s'imposait, qui est l'étude préparatoire pour le tableau des 2 carrosses, qui est donc évidemment au Louvre. Enfin, je voulais terminer, donc c'est une problématique effectivement qu'on partage avec les peintures et d'autres, sur les impasses, puisque grâce aux marques de collection, nous suivons souvent avec relative facilité l'histoire des dessins jusqu'à la fin du 19e siècle. Et il y a souvent un hiatus, souvent des décennies de silence avant la réapparition des œuvres sur le marché. C'est le cas encore aujourd'hui, mais évidemment, il est encore plus crucial pendant cette période de l'occupation. Et nous avons acheté en 44 et 45, j'ai pris ces 2 exemples un peu au hasard, un dessin de la salle des Cariatides de Charles de Vailly et une copie aujourd'hui considérée en tout cas comme telle d'après Peter Bruegel, peintre à son chevalet, mais acheté comme un original à l'époque, qui proviennent de grandes collections assez connues. Le Charles de Vailly de la collection Jules Meunier, qui était collectionneur d'estampes lyonnais, qui meurt en 1860, et le Bruegel qui vient de la collection Crest de Villeneuve, qui est une famille d'officiers de marine au 19e siècle. Et puis ces 2 dessins réapparaissent en 1944. Et là, évidemment, pour retracer leur parcours entre la fin du 19e et 1940, c'est extrêmement difficile. Voilà. Et en conclusion, je voudrais dire que effectivement, ce travail m'interpelle sur les difficultés qu'il y a à retracer donc ces histoires d'œuvres et combien il est aujourd'hui dans nos missions indispensable de documenter nos acquisitions actuelles, ne serait-ce que leurs propriétaires, leur activité, leur adresse, etc. Parce qu'on s'aperçoit que 80 ans après, ça devient extrêmement compliqué. Et puis enfin, je voulais rendre hommage à Gabrielle Rouchès, qui semble avoir été l'une des grandes figures de cette époque, qui, comme l'écrit Lucie Mozaric, ne descendait pas les marches de Chambord qui l'inspiraient sans une citation de Hugo. Donc la citation en soi, c'est « Les petits détails sont les feuillages des grands événements et se perdent dans le lointain de l'histoire ». Donc nous avons comme mission en effet de nous attacher aux petits détails qui, espérons-le, mis bout à bout, nous permettront un jour de reconstruire ces histoires et d'éclairer encore ces zones d'ombre. Je vous remercie pour votre attention. Merci.